Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin au nom de la Fondation pour les générations futures pour ce tout premier webinaire autour des ERA Awards 2023. On va s'intéresser ce matin aux travaux qui ont été primés dans 3 catégories: le droit, l'architecture et les comportements durables, sachant que cette dernière catégorie est toute nouvelle et donc on est très très heureuse de vous la présenter ce matin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais remercier nos partenaires. Il y a IBA qui soutient l'ensemble des ERA Awards. IBA, c'est le leader mondial de la protonthérapie pour le traitement contre le cancer. Je voulais remercier aussi les partenaires spécifiques aux 3 prix évoqués ce matin. Il y a le fonds Philippe Rottier pour les générations futures pour l'architecture, notaire.be pour le droit et le tout nouveau fonds Mutatio pour les générations futures qui soutient, lui, les comportements durables. Alors, quelques petites recommandations d'usage avant qu'on démarre, même si je pense qu'on commence tous à être fort habitués à ce travail via Zoom. Je vais demander à toutes les personnes qui n'interviennent pas tout de suite de laisser leur caméra et leur micro coupés, comme ça on peut se concentrer sur la personne qui prend la parole. Vous le verrez, il y a un petit onglet discuter dans la barre du dessous, c'est là qu'on vous demandera de poser vos questions. Dès qu'une présentation est finie, n'hésitez pas à poser vos questions, comme ça nous laisse le temps de les relayer auprès des primés. Vous avez aussi un petit onglet réaction, si vous avez envie de nous dire que ce qui est en train d'être dit est formidable, n'hésitez pas. Et alors, on vous conseille, tout en haut à droite, vous avez la petite mention affichée à afficher plutôt intervenant que galerie. Ça vous permet évidemment d'avoir l'image et la personne qui parle en grand, c'est beaucoup plus confortable. Et alors, sachez aussi que si vous avez un petit souci technique, ce qui peut arriver, eh bien, nous avons Chloé qui est là, que vous pouvez reconnaître à FGF, assistante technique. Et dans Converser, vous pouvez choisir de parler soit à tout le monde, c'est là qu'on vous demandera de poser vos questions, soit de choisir une personne en particulier. Donc, n'hésitez pas à contacter Chloé si vous avez un petit souci. D'ailleurs, elle vient de vous écrire un petit mot. Alors, on va s'intéresser donc ce matin aux ERA Awards, on l'a dit. Et alors, vous le savez, évidemment, les jeunes qui ont été primés, eh bien, se sont démarqués par une approche systémique du développement durable, une approche à 360 degrés qui tient compte des dimensions sociales, environnementales, économiques, mais aussi participatives. On est ensemble pour un petit peu moins d'1h30. Il y a 5 travaux qui vont être présentés ce matin. Alors, chaque primé va nous parler de son travail pendant 3 minutes exactement. Ensuite, on donnera la parole à son promoteur ou à sa promotrice qui nous dira en quoi ce travail a fait avancer les choses dans son domaine. Et ensuite, je donnerai la parole au président ou à la présidente du jury qui dira aussi ce que les membres du jury ont particulièrement apprécié dans le travail qui viendra de nous être présenté. Et puis après, on aura 10 minutes par travail pour poser toutes vos questions donc via ce petit onglet Converser. J'espère que tout est clair pour vous. Et si c'est le cas, eh bien, on va démarrer tout de suite avec le droit durable. Il y a 2 travaux qui sont présentés dans cette catégorie et c'est Romain Defranc qui a l'honneur d'ouvrir le bal. Bonjour Romain. N'hésite pas à te connecter, à venir nous rejoindre. Donc, tu es le lauréat 2023 du ERA Award en droit durable. Tu as terminé ton master en architecture à la faculté d'architecture de l'ULiège en juin 2021 et tu es actuellement architecte à l'atelier Cora à Liège. Ton mémoire s'intitule « Le développement des coopératives d'habitants pourrait-il devenir une stratégie pour l'avenir du logement urbain face aux enjeux actuels, la Suisse comme modèle de l'habitat coopératif ». Ta promotrice qu'on va entendre dans quelques minutes, c'est Mariette Dortu, qui est chef de travaux à la faculté d'architecture de l'ULiège, où elle enseigne notamment le projet d'architecture. Voilà, elle nous dira un petit mot dans quelques instants avant qu'on retrouve aussi le président de ce jury en droit durable. Alors, Romain, je ne te vois pas pour l'instant. Est-ce que tu peux me dire un petit mot? Ah, voilà, voilà. Eh bien, Romain, si tu es prêt. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous avez sur vos écrans. Moi, j'ai Chloé qui s'affiche en grand. Donc, j'espère qu'on va te voir apparaître dans un petit instant. Et si tu es prêt, eh bien, je m'efface et on t'écoute pour ta présentation de 3 minutes. À tout de suite. Vous m'entendez bien? Oui, là, on t'entend. C'est parfait. Pour un premier temps, je vais commencer à présenter la présentation. Alors, on t'entend un petit peu, tu es un petit peu loin là. Je ne sais pas si tu as l'occasion d'augmenter le volume. J'imagine que je ne suis pas la seule à avoir ce petit souci. C'est mieux. Voilà, et n'hésite pas à parler bien près de ton micro, comme ça, voilà, c'est à toi. Comme vous le savez tous, l'époque actuelle, elle est caractérisée par une société et un environnement en pleine mutation.
Donc, l'urbanisation, urgence climatique, crise énergétique, inflation des prix du marché et d'inflation. Donc, ces mutations, ils ont généré d'importants changements de besoins en termes de logement, donc une grande partie de la production n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce contexte, il favorise en fait le développement de nouvelles formes d'habitat, telles que la coopérative d'habitants, qui constitue donc l'objet de ce mémoire. Alors, qu'est-ce qu'une coopérative? Une coopérative d'habitants, c'est un groupe de personnes qui se rassemblent pour imaginer collectivement un projet d'habitat. Alors, chaque habitant possède à la fois un logement privé et bénéficie d'espaces communs partagés. Afin de s'affranchir de la spéculation immobilière, elle est basée à la fois sur l'autogestion et l'absence de propriétaires externes. Alors, c'est donc une organisation à but non lucratif basée sur un principe de gouvernance participative. Alors, peu importe sa localisation, sa taille, sa forme, le projet il s'inscrit dans une démarche durable, écologique et participative. Seulement dans sa globalité. Alors, Romain, excuse-moi, parce qu'on a plein de messages qui arrivent. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de t'entendre, même si tu as l'air d'avoir augmenté le volume. Est-ce que c'est pas plus simple si tu enlèves carrément ton micro? Est-ce qu'on peut tenter? Oui. Alors. Mieux? Ah, mais c'est 1000 fois mieux. Voilà. Je vais recommencer alors. Et ce serait formidable. Comme ça, c'est beaucoup plus compréhensible. Merci beaucoup, Romain. Excuse-nous. Hein. Pas de souci. Donc, je reprends dès le début. Donc, comme vous le savez tous, l'époque actuelle, elle est caractérisée par une société et un environnement en pleine mutation. Donc, urbanisation, urgence climatique, crise énergétique, inflation des prix de l'immobilier et bien d'autres. Alors, toutes ces mutations, elles ont généré d'importants changements des besoins en termes de logement, dont une grande partie n'est pas adaptée. Et aujourd'hui, ce contexte, en fait, il favorise le développement de nouvelles formes d'habitat, telles que la coopérative d'habitants qui constitue l'objet de ce mémoire. Une coopérative d'habitants, c'est un groupe de personnes qui se rassemblent pour imaginer collectivement un projet d'habitat. Chaque habitant possède à la fois un logement privé et bénéficie d'espaces communs qui sont partagés. Donc, afin de s'affranchir de la spéculation immobilière, elle est basée sur l'autogestion et l'absence de propriétaires externes. C'est donc une organisation à but non lucratif qui est basée sur un principe de gouvernance participative. Alors, peu importe sa forme, sa position, sa taille, le projet s'inscrit toujours dans une démarche durable, écologique et participative. Au niveau du fonctionnement, c'est assez simple. Le groupe s'unit pour créer une société coopérative qui est le propriétaire du bien et du terrain. À son arrivée, chaque coopérateur investit dans la société un certain montant. Ensuite, il verse chaque mois une redevance qui comprend le loyer et l'épargne. Lorsqu'il décide de quitter, il récupère l'entièreté de ses investissements. C'est donc un statut hybride où le coopérateur est à la fois collectivement propriétaire et individuellement locataire de son logement. C'est ce qui permet d'obtenir en fait des loyers jusqu'à 30% moins chers que le marché. Si je caricature un peu, en Belgique, lorsqu'on aborde les coopératives, les préjugés fusent et on pense souvent à une colocation où on partage tout jusqu'à la salle de bain du voisin. En réalité, c'est très différent de cela. Lors de mon Erasmus en Suisse, je me suis rendu compte vraiment à quel point ce modèle, lorsqu'il est soutenu et développé comme c'est le cas là-bas, comporte de nombreux avantages pour faire face aux enjeux actuels. En Suisse, du jeune travailleur au chef d'entreprise, par exemple, vraiment tous les profils sociaux adoptent ce mode d'habitat. À Zurich, on a 25% du parc immobilier qui est constitué de coopératives, ce qui est relativement important. Alors qu'en Belgique, le modèle est peu développé et son potentiel n'est pas exploité. Alors c'est pourquoi j'ai choisi de baser l'analyse sur le modèle coopératif suisse afin de comprendre comment et en quoi son développement pourrait être bénéfique pour l'avenir du secteur du logement en Belgique. Alors sur base d'une approche transversale entre architecture d'un côté, sociologie, droit, l'étude a permis de démontrer les avantages que ce système sous-tend ainsi que les aspects nécessaires à son développement. Donc, par exemple, on a constaté qu'en Suisse, le développement il est exponentiel et il s'explique en partie grâce au statut juridique, à la reconnaissance du modèle, au soutien accordé ou bien encore grâce aux organismes d'accompagnement. Alors, si nous voulons faire évoluer la situation en Belgique, il est nécessaire de soutenir ces nouvelles formes d'habitat. Et donc, l'objectif du mémoire, en fait, est de sensibiliser, d'aider, d'encourager les différents acteurs de notre pays à favoriser le développement des coopératives au sens large. Alors, en tant que citoyens, architectes, notaires, décideurs, nous avons tous la possibilité de développer avec ferveur cette forme d'habitat, avec comme objectif d'améliorer la qualité de vie, mais surtout, le plus important, d'inscrire le secteur du logement dans un processus durable pour les générations futures. Voilà, merci de votre attention.
Merci beaucoup Romain. Alors si vous avez des questions pour Romain, n'hésitez pas à nous les poser déjà maintenant via le petit onglet Discuter qui se trouve sous votre écran. Et en attendant que vos questions arrivent, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir ta promotrice de ce mémoire, Mariette Dortu. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Quel a été l'apport scientifique et sociétal du mémoire de Romain? Donc le TFE de Romain est un tout. Nous avons d'une part des connexions, des liens entre les différents cours, les différents domaines, le TFE, le projet et l'Erasmus. D'autre part, nous avons aussi une proposition concrète à travers un projet d'architecture dans le quartier Sainte-Marguerite. Merci Romain pour cet apport venu de Suisse pour nourrir une nouvelle façon d'habiter. Inventer, réinventer, définir, redéfinir, écrire, réécrire, construire, reconstruire un monde soutenable à travers un projet. Il est temps de repenser notre manière de vivre. Merci Romain pour ce nouveau regard. Merci à vous, Mariette Dortu. J'ai le plaisir à présent d'accueillir le président du jury de cet ERA Award en droit durable, c'est Michel Côme. Michel, vous officiez en tant que notaire associé à l'étude notariale de Tiller, que vous avez reprise en 1998, et puis en parallèle, vous participez à la gestion de plusieurs ASBL et coopératives, et vous êtes donc, je viens de le dire, le président du jury de cet ERA Award. Alors, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans le mémoire de Romain? Alors, bonjour Romain, bonjour à tous. Alors, bravo Romain, déjà comme étudiant en architecture ou architecte maintenant, d'avoir eu une telle capacité d'appréhension des choses juridiques. Et c'est clair que le jury a entre autres beaucoup apprécié que, en tant qu'architecte, tu as une analyse aussi fine et aussi poussée de la démarche juridique. Alors, on a beaucoup apprécié la dimension humaine qui était transversale de ta démarche, le côté très, très global de ton approche. Et on s'est dit en lisant le mémoire que ça pourrait devenir un manuel qui pourrait être lu par les groupes qui ont envie de se lancer dans des démarches d'habitat groupé et même, en toute humilité notariale, un manuel pour les notaires qui auront à suivre les habitats groupés qui se constituent. Donc pour ça, merci et félicitations. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, on va commencer avec les questions qui te sont adressées, Romain. Donc, on a 10 minutes, n'hésitez pas à nous les poser. Une première question qui est arrivée, existe-t-il des exemples de labels de durabilité en Europe où le statut de logement coopératif est l'un des critères de label de durabilité? Donc, est-ce qu'il y a des labels? Oui, il y a des labels, mais surtout en France et en Suisse actuellement. Ici, en Belgique, on est encore un peu... La tendance n'est pas encore arrivée aussi fort qu'en France et en Suisse, parce qu'en fait, c'est vraiment un modèle qui est exponentiel. Donc, ça veut dire que c'est à partir du moment où on commence à l'adopter, ce modèle grandit au fur et à mesure. Mais pour cela, il faut d'abord faire le premier pas du début, et c'est justement ce qui manque un peu ici en Belgique. Donc, je pense qu'en Belgique, sauf si je me trompe, il n'y a pas encore de label par rapport à ceci, mais en Suisse, bien sûr, oui. Alors, je pense qu'on connaît tous l'un ou l'autre habitat groupé, hein, mais la question aussi, c'est peut-être en tant qu'architecte, est-ce que les bâtiments tels qu'ils sont conçus aujourd'hui sont justement utilisables dans ce nouveau mode d'habitat, ou est-ce que c'est quand même plutôt souvent des logements qui sont refaits, repensés ou des nouvelles constructions? Alors, dans la plupart des cas, ce sont des projets neufs, donc c'est-à-dire que le groupe de coopérateurs, il va... brainstormer ensemble dès le départ pour faire évoluer ce projet et le faire aboutir surtout. Mais il existe des exemples où le projet en fait est basé sur une reconversion d'un ancien bâtiment ou une reconversion d'une ancienne barre de logement, par exemple. Et là, la démarche est encore plus intéressante, je trouve, quand on parle de rénovation. Mais les deux existent et les deux sont intéressants. C'est vraiment le processus, peu importe si c'est une rénovation du logement neuf, le processus de développement du projet qui est important, où tout le monde est impliqué, tout le monde a son mot à dire, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les avantages de la coopérative par rapport à d'autres statuts existants, comme simplement copropriétaire? Oui, alors en fait, la coopérative d'habitants, ça permet à la fois de bénéficier des avantages d'avoir son logement privé, donc son intimité, etc., mais également de pouvoir profiter d'espaces communs qui sont donc partagés collectivement.
tels qu'un parc, une salle collective et d'autres exemples, par exemple. Donc, ce qui est intéressant ici, donc, quand on a son appartement, des fois, si on veut organiser une fête de famille, etc., on n'a pas toujours la place dans son appartement, dans une copropriété normale. Et dans les coopératives, on intègre dès le début ces espaces communs qui permettent donc, par exemple, d'avoir une salle collective ou qui peut être réservée par les habitants des logements et donc utilisée au mieux par les coopérateurs. Donc, il y a beaucoup d'avantages, que ce soit au niveau financier, au niveau des services que propose la copropriété, parce qu'en soi, c'est que ça reste une copropriété, c'est juste la forme qui diffère, mais on peut à la fois donc bénéficier de ces avantages du privé et du collectif, du privatif et du partagé, je peux dire. Alors, le président du GIE, Michel Côme, nous demande où en est le projet de Liège. Oui. Alors, le projet de Liège, il a été développé dans le cadre de mon master, donc ma dernière année de master. L'idée, c'était vraiment de dépasser un peu ce travail théorique du mémoire et d'essayer d'investiguer de façon pratique avec un projet d'architecture dans un quartier qui est en plein développement et qui doit être impacté par une nouvelle dynamique. Et ce genre de projet permet réellement de développer certains quartiers, comme on le voit en Suisse, où, par exemple, à Zurich, au début, il y avait 1 ou 2 coopératives et maintenant, il y a 25% du parc immobilier. Mais à Liège, donc, ce projet, il a été fait dans le cadre académique, malheureusement, même si j'espère qu'un jour, on pourra avoir des projets de coopératives dans le cadre de projets urbains à Liège. Voilà. Alors, on entend bien qu'il y a des choses à faire évoluer sur le plan juridique pour soutenir ce genre de projet, Ouais. mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de mentalité? Toi qui as fait un Erasmus là-bas, qu'est-ce qui expliquerait aussi qu'on soit peut-être un petit peu moins enthousiaste pour ce genre de projet ou qu'on n'y aille pas spontanément en tout cas? Oui, je pense d'abord qu'il y a quand même un assez gros manque d'informations par rapport à ce modèle-là. Les gens ont beaucoup de préjugés, surtout en Belgique, et on se dit que en fait, c'est plus fait pour les autres que pour nous, et personne n'essaye de faire ce pas, qui pourrait pourtant être intéressant, parce que dans le fond, c'est que du plus par rapport à ce que quelqu'un qui a un appartement, par exemple, pourrait avoir dans un appartement d'une coopérative. Je pense que le plus dur, oui, c'est effectivement de se lancer. Le processus est assez long, en fait, au début. C'est peut-être ça qui freine un peu les habitants à se lancer dans des projets de coopérative. Mais ensuite, je pense que les mentalités, elles ne sont pas si différentes que ça, même si on pourrait le croire. Mais il y a vraiment un soutien et une croyance en ce mode d'habiter. Ce n'est pas juste une mode, ce n'est pas juste quelque chose. Vraiment, il y a des projets de développement. Par exemple, quand un bourgmestre ou autre a une parcelle dont il ne sait pas quoi faire au niveau de son utilité, mais il propose ce terrain à une coopérative. Donc, ça arrange à la fois la ville parce que ça développe le quartier et ça arrange la coopérative parce que ça permet d'avoir un terrain moins cher et donc de faire un projet plus qualitatif au niveau surtout des espaces communs. Donc, voilà. Oui, on voit qu'on n'en est pas encore tout à fait là chez nous. Non. Une petite question, on entend bien que ton projet est porteur et que voilà, il pourrait être développé davantage. Est-ce que toi, tu continues à travailler sur cette même thématique aujourd'hui? Est-ce que tu donnes des suites à ce mémoire de master? Alors oui, je réalise souvent des interviews, notamment avec les personnes que j'ai interviewées dans mon travail au niveau des coopératives d'habitants. Et surtout, je continue à développer cette idée de logement collectif au sein du bureau d'architecture, l'atelier Cora, dans lequel je suis. Et donc, c'est très instructif de développer cette pratique que j'ai développée en Master 2 dans des projets concrets et réels, même si c'est très, très dur encore aujourd'hui en Belgique de faire aboutir ce type de projet. Bon, on restera attentif à tout ce qui se passe. En tout cas, merci Oui. beaucoup, Romain. Bravo Merci à à vous. toi. Merci aussi à Mariette Dortu qui était parmi nous et Michel Côme. On vous retrouvera évidemment dans quelques minutes. On va découvrir à présent un travail qui a été nommé dans cette même catégorie du droit durable. C'est le travail de Baptiste François. Son mémoire s'intitule « Tirer son plan pour sortir les 2 pieds du béton, analyse critique et casuistique de la pertinence du plan de secteur dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation des sols en Wallonie ». Alors Baptiste a terminé son master en droit à la faculté de droit et de criminologie de l'UC Louvain en septembre 2022 et il vit actuellement dans une communauté péruvienne à Angoteros, ce qui fait qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui. Et son promoteur pour ce mémoire, c'est Charles Hubert Borne, qui est professeur à la faculté de droit et de criminologie de l'UC Louvain, qui n'est pas là non plus, mais néanmoins, ils nous ont fait parvenir des petites vidéos et je vous propose de commencer par écouter Baptiste François
si on veut bien partager cette petite vidéo pour nous. Le voici. Allô, est-ce que vous m'entendez? Ah, bah non, c'est une vidéo excellente. Tout le monde est bien détendu, je vais pouvoir commencer mon petit séminaire virtuel. Alors, je m'appelle Mathis François, j'ai réalisé mon mémoire sur le thème de la lutte contre l'artificialisation des sols en Wallonie, dans le courant de la réflexion autour de la politique zéro béton, initiée par le gouvernement il y a déjà quelques années. Alors premièrement, je remercie les ERA Awards, notamment Sustainable Law, pour la nomination et je m'excuse encore de ne pas être physiquement présent, ni virtuellement. Et j'ai décidé de partir en Amérique du Sud à la découverte de ces gens, de ces cultures, et non pas du tourisme. Je ne veux pas faire le Machu Picchu. C'est notamment pour m'ouvrir les yeux sur une autre manière de penser, de vivre, afin d'avoir une vision plus globale du monde et aussi ramener de chouettes idées en Belgique pour aider à faire avancer notre transition systémique parce qu'il y a du boulot. Alors dans mon mémoire, j'ai tâché d'éplucher la législation wallonne relative au plan de secteur, soit l'outil qui vient déterminer l'affectation des sols en Wallonie. Cet outil réglementaire, la question est de savoir s'il est encore utile, s'il peut être efficace pour lutter contre l'artificialisation des sols. Alors j'ai donc pu identifier ses faiblesses, ses failles, dans lesquelles les entrepreneurs sautent volontiers pour venir vomir une quantité de béton astronomique en Wallonie chaque année. Et j'ai ainsi posé sur la table des propositions pour venir combler ces failles. Donc l'objectif, il était double, utiliser le plan de secteur comme outil passif de protection du territoire, soit de venir restreindre les possibilités pour construire, pour urbaniser sur de nouvelles zones, mais aussi actif, soit utiliser l'outil du plan de secteur pour venir retransformer des zones qui étaient destinées à l'urbanisation en zones non destinées à l'urbanisation. On appelle ça généralement le dézonage. Alors, dans le cadre de mon approche 360 degrés, je vais ici développer surtout un point en particulier que je trouve le plus fondamental ici, de cette politique de protection de l'environnement, c'était de voir son adéquation avec le droit de propriété du citoyen. Alors, les mesures proposées, elles peuvent être considérées comme brutales. Une certaine acceptabilité sociale de ce plan doit être trouvée pour mettre réellement en place cette politique. D'où l'intérêt ici d'informer correctement le public, de le faire participer concrètement à la prise de décision et ainsi faire passer la pilule que le rêve de la maison 4 façades est écologiquement pas réalisable. Donc, il va falloir mettre les bouchées doubles pour que les Wallons avalent cette pilule. Et il paraît que côté flamand, ça passe plus facilement. Et oui, car on le voit réellement, j'ai pu le voir dans tout mon travail, en épluchant notamment la législation flamande et wallonne, qu'en matière de droit de l'urbanisme, nos voisins ont toujours une belle longueur d'avance pour protéger les sols. Après, c'est assez pratique en Wallonie parce qu'il suffit juste de les copier chaque fois et ça évite du travail, ça, c'est flagrant. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, il émane de la Flandre une autre idée à ce niveau-là qui est encore intéressante et encore plus efficace. C'est que quitte à se dire que le plan de secteur ne serait pas utile, eh ben pourquoi pas, on l'abolirait et on reviendrait avec une nouvelle idée, un nouvel outil de planification plus efficace pour protéger les sols et revenir sur une base saine. Alors, voilà, la balle est dans le camp du décideur politique, mais il ne faut pas traîner. Alors, aurait-il le courage d'adopter une réforme conséquente du code d'été? Arrivera-t-il à passer outre la puissance du lobbying? Alors, la vérité, je vous le dis, quand on constate ici la puissance de la corruption en Amérique latine, vraiment, ça donne de l'espoir quant à l'état de notre politique. Alors, gardons la pression sur les décideurs politiques, mais aussi confiance et espoir en lui. Et comme qui dirait, si tous les dégoûtés s'en vont, il ne restera que les dégoûtants. Voilà, merci pour m'avoir écouté et bonne suite de webinaire. Voilà, merci à Baptiste qui rajoute une petite touche d'humour dans ce webinaire. Il a l'air bien détendu, en tout cas là où il est. Alors, je vous le disais, son promoteur n'a pas pu être parmi nous, mais il nous a également laissé une petite vidéo et je vous propose de l'écouter tout de suite. Bonjour à tout le monde, je suis ravi d'être ici avec vous pour ce webinaire. Merci aussi d'avoir finalement récompensé le mémoire de Baptiste sur le plan de secteur au titre de nominé.
Je suis très content parce que c'est un mémoire qui porte sur une question qui est assez centrale dans la transition, à savoir la lutte contre l'étalement urbain. Et Baptiste a fait un mémoire qui finalement pointe un des obstacles finalement à la mise en œuvre d'une politique active de lutte contre l'étalement urbain, à savoir le plan de secteur, qui est le plan d'aménagement du territoire, qui définit un petit peu où on peut construire et utiliser le territoire, les sols. Et qui, par ce fait-là, en déterminant les zones que l'on appelle les zones urbanisables, les zones où on peut construire, a aussi une influence très forte sur les prix de l'immobilier. Et il a vraiment pointé de façon à la fois originale, rigoureuse, mais aussi humoristique, finalement, les difficultés qu'a le gouvernement pour changer ses plans qui datent des années 70 et 80 et qui ont un peu surdimensionné les zones constructibles en région wallonne, et la difficulté de supprimer des zones constructibles ou de les déplacer, notamment du fait que la région wallonne serait obligée d'indemniser les propriétaires éventuellement concernés par la suppression d'une zone constructive. Et il a aussi bien mis en évidence des outils alternatifs en faisant une recherche en droit comparé, en Suisse notamment, et qui permettrait peut-être d'inspirer le gouvernement wallon aujourd'hui dans sa politique de lutte contre l'étalement urbain, qui vient d'ailleurs de prendre une tournure très concrète puisqu'il vient d'adopter le schéma de développement territorial wallon et sa réforme du code de l'urbanisme, du code du développement territorial. Donc je souhaite une bonne continuation à Baptiste et j'espère que son mémoire pourra avoir un certain écho auprès de la région wallonne. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Voilà, Charles Huberborn, promoteur du mémoire de Baptiste François. Et lui est là, et bien là, et on est ravis de le retrouver, Michel Combe, président de ce jury en Sustainable Law. Alors, quelle a été la position du jury par rapport au mémoire de Baptiste ? Alors, le jury a d'abord apprécié la lecture alors qu'on avait un peu peur en lisant ce thème qui est un peu ardu au départ, mais de la capacité qu'il a eu de l'approcher de manière un peu humoristique et un peu décalée. Et d'ailleurs, il nous l'a bien fait ressentir aujourd'hui, ça fait partie de sa nature. Alors, il nous a aussi aidé à prendre conscience de l'importance des plans de secteur en prenant des exemples très concrets comme celui de Paradiser. Et il a aussi apporté des propositions de solutions en envisageant la question des indemnisations, des moins-values qui pourraient résulter de ces changements de plan de secteur. Donc, c'était assez complet. On a juste une demande ou une suggestion qu'on lui fait à lui et qu'on peut faire aux autres personnes qui postuleront au prix, c'est d'aller encore plus loin, d'oser aller encore plus loin. Et c'est clair que quand on lit entre les lignes, il y a un questionnement, je ne n'irai pas en tant que notaire jusqu'à une remise en cause, même si je pourrais y être ouvert, du droit de propriété. Le questionnement aurait pu être encore plus profond et un peu plus provocateur. Donc ça aurait encore été plus constructif, mais en tout cas, bravo et merci pour la démarche. Merci à vous, merci beaucoup. Et on lui transmettra. Alors, vous l'aurez compris, en l'absence de Baptiste et de son promoteur, ça va être un petit peu compliqué de faire le petit jeu des questions-réponses. Mais néanmoins, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à les envoyer à la Fondation. Et on se fera un plaisir de les lui transmettre, évidemment, en espérant qu'il puisse y répondre relativement rapidement. Alors, on va changer de catégorie à présent. On va s'intéresser aux ERA Awards en Sustainable Architecture. Et c'est Camille Vinchon qui est la lauréate de ce prix. Alors Camille, tu as terminé ton master en architecture à Loki à Tournai et c'était en juillet 2022 et tu es actuellement architecte au bureau d'études en architecture, urbanisme et transition écologique, Citémétrie Normandie. Et donc tu es la lauréate de cette ERA Award pour ton mémoire intitulé « Le passage stroke, la maison ouvrière, une typologie repensée dans un continuum de vie ». Ton promoteur, c'est Olivier Laloux, qui est architecte et enseignant à Loki Tournai. Camille, est-ce que tu es parmi nous? Bonjour. Voilà. Bien, avant de retrouver tout à l'heure la présidente du jury, eh bien, on va t'écouter pour une présentation de ce travail en 3 minutes. C'est à toi, Camille. Merci. Donc, ma recherche propose une réflexion sur l'habitat au... Ah, j'ai oublié de mettre ma vidéo.
Je suis désolée. Voilà, Donc, on préfère voir. c'est peut-être mieux, c'est plus sympa quand même. Donc, ma recherche propose une réflexion sur l'habitat au regard du vieillissement et de la volonté des aînés, notamment à conserver leur autonomie et leur chez eux. Et j'ai spatialisé ma recherche sur le site de la Cité ouvrière du passage Troc à Amiens, puisque c'est un site qui conjugue à la fois une vulnérabilité sociale et spatiale, comme je vais vous l'expliciter plus tard. Donc, le site se compose d'une rue habitée principalement par des personnes âgées qui ont vécu l'ensemble de leur vie dans ce lieu et constituée d'un habitat vétuste, puisque c'est des maisons en bande, en briques et en hauteur, très typiques du nord de la France et de la Belgique. Donc, un habitat exigu et très peu adapté au vieillissement de la population. Ma problématique est la suivante, c'est concevoir un cadre de vie favorisant l'autonomie des seniors et l'interdépendance. Quelles opportunités peuvent offrir ces maisons ouvrières? Et pour cela, j'ai commencé par une enquête de terrain, donc pour me confronter à la réalité de vie et d'habitat des personnes âgées. Et de cette enquête, j'ai pu réaliser un cahier des charges spécifique qui met notamment en lien une volonté de lien social, mais aussi des pratiques soutenables, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord. Et donc, finalement, des besoins plus sociologiques, architecturaux que techniques. On n'est pas sur la douche à l'italienne, finalement. Donc, voilà. Le projet de ce cahier des charges fait l'hypothèse que le vieillissement peut être vu comme une potentialité de projet. Et donc, il serait nécessaire, pour enrayer le phénomène de rétrécissement des espaces de vie qui est induit par le vieillissement, d'élargir notre champ d'intervention de l'architectural à l'urbanistique et donc d'intégrer l'espace public dans notre réflexion. C'est pourquoi mon projet propose du coup d'intervenir de prime abord sur la rue en transformant cette rue en espace d'altérité qui devient propice notamment aux pratiques des seniors, mais aussi qui peut devenir un espace de mise en relation et de mise à distance avec donc un certain nombre de dispositifs et de création d'épaisseur d'usage. Et la rue, du coup, si elle relie et elle complète, elle permet aussi finalement de recomposer la typologie des logements, puisque je propose d'aller plus loin et de permettre de transformer cette rue vraiment en espace partagé, qui me permet à la fois de mutualiser des espaces. Donc, par exemple, j'ai imaginé que cette rue devient un jardin pour ces maisons qui n'en ont plus, mais aussi, finalement, me permet d'externaliser certaines fonctions, par exemple les escaliers, puisque ces maisons sont quand même très exiguës, comme on a pu le voir, et sont construites autour de l'escalier qui permet de desservir les différents niveaux. Et en externalisant finalement cet escalier, on peut recomposer la typologie de l'habitat et du coup créer des habitats plus en plein pied qui seront plus à même de permettre aux personnes de vieillir chez elles. Donc, le projet propose du coup de faire coïncider à la fois le global et le singulier. Et donc, le jeune, l'aîné, l'objectif n'est pas de créer une maison pour les vieux, mais plutôt d'avoir un projet intergénérationnel. Et donc, à travers notamment cette externalisation des escaliers, j'ai aussi travaillé sur toute une trame de recomposition et de combinatoire qui permettra à la fois de créer des habitats qui vont avec une variété de scénarios de vie, qui soient à la fois de l'étudiant à la personne âgée, mais en passant par des familles, en recomposant des trames, mais aussi en donnant la parole aux usagers pour qu'ils puissent construire eux-mêmes leur logement et le faire évoluer dans le temps. Voilà, et ça permet encore un relais intergénérationnel à travers un lieu de vie, mais plus large, un environnement de vie, un cadre de vie. Voilà. Formidable, merci. J'espère que j'étais dans le temps. Je pense, j'ai pas chronométré à la seconde, je dois bien avouer, mais voilà, on s'est laissé porter par ce que tu nous racontais, c'est formidable. Alors, on l'a dit, ton promoteur de mémoire n'est pas là, donc voilà, on n'aura pas son avis aujourd'hui. En revanche, la présidente du jury, c'est Karen Allacker, qui est professeure associée au département d'architecture de la KU Leuven et qui était donc la présidente de ce jury. Elle n'est pas là non plus, mais elle nous a laissé un petit message pour toi. Donc, voilà, c'est un petit peu la journée des absents, mais c'est comme ça. On a des petits messages vidéo et c'est pas mal du tout. On l'écoute tout de suite. Bonjour à tous. En tant que président du jury de HERA Award Sustainable Architecture, je tiens à exprimer notre avis sur le mémoire de Camille. Cette année, le jury a reçu 21 candidatures à évaluer. Les thèmes de ces mémoires ont montré une grande diversité et pertinence, mais le jury a été particulièrement touché par le mémoire de Camille, qui répond à un enjeu majeur de notre société, le vieillissement de la population. Ce mémoire particulièrement fouillé propose une analyse et une intervention architecturale favorisant l'autonomie des personnes âgées.
Le jury acclame l'approche systémique à 360 degrés dans ce travail. La mise en application du modèle de management ou CARE en architecture permet aux personnes âgées de continuer à vivre dans leur lieu de vie. Cette approche alors permet de résoudre un problème social important, le déracinement et la solitude. En plus, l'approche de rénovation assure une utilisation raisonnée des matériaux et la densification de l'habitat. Les aspects économiques ont également été pris en compte. En effet, des personnes isolées n'auraient pas toujours les moyens pour réaliser ce type de rénovation, mais la dimension d'échelle que Camille propose rend le projet réaliste. Finalement, la dimension participative prend corps à travers un important travail de terrain dans le quartier de Saint-Maurice, où Camille a réalisé avec une grande sensibilité des entretiens avec des seniors. Pour ces raisons, les membres du jury ont sélectionné le mémoire de Camille comme mémoire primé. Camille, nos félicitations avec votre mémoire excellent. Voilà, et merci à Karen Alacker de nous avoir envoyé cette petite vidéo. Alors Camille, évidemment, quand on t'écoutait, il y a plein d'images qui nous venaient en tête. Hein. On a 10 minutes pour les questions à Camille. N'hésitez pas à nous les envoyer. Et on a juste envie de le voir se concrétiser, ce projet. Alors, est-ce que tu auras l'occasion de mettre en pratique, au moins en partie, ce que tu as imaginé? Je n'ai pas eu l'occasion de le mettre en pratique. Malheureusement, c'est peut-être un peu trop audacieux pour l'instant, mais ça va venir, je pense, parce que c'est aussi un enjeu et puis ça permet aussi de réutiliser notre patrimoine qui est parfois du coup délaissé. On a quand même besoin maintenant de trouver des manières de réutiliser ce qui existe pour éviter notamment les tableaux urbains dont on parlait précédemment avec mon collègue. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à ce passage-là en particulier? C'était parce qu'en fait, c'était un échantillon très réduit et qui était vraiment habité que par des personnes âgées. C'était presque un quart d'études. Je me suis dit que c'était assez épineux aussi, puisque du coup, c'était vraiment un habitat très difficile à transformer. Enfin, de prime abord, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est quand même très difficile, voilà, puisque c'est très exigu, c'est tout petit. Oui, effectivement. Voilà, c'était le challenge un peu. Et finalement, ça m'a aidée, puisque ça, comme l'a dit la directrice, voilà. C'était finalement la bonne économie d'échelle peut-être de prendre cet échantillon. Alors on nous demande, est-ce que tu as collaboré avec l'ASBL Un Toit Deux Âges? Je les ai rencontrés, mais je n'ai pas collaboré avec eux, mais je les ai rencontrés et j'ai pu échanger notamment sur ce qu'ils faisaient déjà. C'est un peu en lien, hein, de toute manière. J'invente pas, je n'ai pas tout inventé. L'idée, c'était d'aller plus loin, de se dire que ce n'était même pas forcément qu'une volonté, mais que ça allait être plus loin. On allait plus loin parce qu'on était vraiment, peut-être, on habitait là, on est là et puis on continue à vivre. Et sa famille aussi, enfin, c'est tout. Voilà. Alors, est-ce que tu as pu avoir une réflexion sur les matériaux utilisés et leur impact environnemental? Oui, je l'ai fait un petit peu, notamment parce que j'ai voulu donner une démarche bioclimatique à cet habitat, qui est pour l'instant pas du tout. C'est toujours la même maison, quelle que soit l'orientation, ainsi de suite. Donc l'idée, c'était de remettre en fait un peu de logique climatique dans cet habitat pour justement le valoriser. Et bon, là, je ne l'ai pas explicité, mais l'idée, c'est de travailler sur des modules préfabriqués en bois, donc qui viennent quand même agrandir les habitats. Et voilà. Et par contre, qui sont construits en série. Donc, l'idée, c'est de réutiliser aussi ce modèle quand même, de voir en quoi il est peut-être potentiellement. Ok. Alors, est-ce que les habitants, les habitantes ont été impliqués? Est-ce qu'ils sont ouverts au changement? Dans quelle mesure? Enfin, voilà, quel contact est-ce que tu as eu avec eux? Donc, moi, je les ai rencontrés du coup pour faire mon enquête et c'est vraiment de leurs besoins que je suis partie desquels je suis partie pour pouvoir recréer notamment les plans d'aménagement intérieur et la trame voilà, de construction. Et donc, ils étaient plutôt favorables et du coup, j'ai justement explicité certains cas en exemple en se disant si on partait de leurs besoins, voilà à quoi on arrive comme plan final, puisqu'il y a une composition très très large. Finalement, c'est des plans d'appropriation très ouverts qui permettent à chaque scénario de vie de construire son propre logement et qui sera complètement différent de celui du voisin. Voilà. Et donc, ils étaient plutôt ouverts. Après, c'est toujours une question d'argent. Et puis, fatalement. Alors, Marianne de la Fondation nous dit que tu as un parcours multidisciplinaire. Et comment est-ce que ce parcours a influencé ton approche? Quel est ton parcours multidisciplinaire déjà?
pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis infirmière aussi, en plus d'être architecte maintenant. Donc voilà, c'est peut-être pour ça. Et donc, je pense que ça a influencé, mais surtout aussi même mon approche en tant qu'architecte, parce que je pense que j'ai besoin d'être quand même dans une démarche un peu holistique, enfin d'être parfois plutôt dans des projets pour ceux qui en ont le plus besoin, plutôt que peut-être ceux qui ont les finances. Ouais. Voilà, alors peut-être encore un petit mot sur cette expérience des ERA Awards. Qu'est-ce que ça t'a apporté à titre personnel et est-ce que tu encouragerais d'autres à proposer leur travail à la Fondation dans ce cadre-là? C'est très valorisant déjà d'être sélectionné, quand même, voilà, c'est très agréable. Ça permet aussi d'être visible et de faire remonter des questions et puis de voir que finalement la nouvelle génération, elle a aussi des choses à dire, je pense, sur tous les challenges qui arrivent, la transition écologique, que ce soit vivre ensemble, vivre mieux, voilà, et être responsable. Donc voilà, c'est super. Et puis ça permet aussi, même quand on veut choisir où on travaille, d'avoir quand même aussi un peu un petit coup de pouce en plus quand même. Ouais, formidable. Merci en tout cas. Merci beaucoup et bravo Camille pour ce beau travail. Merci aussi à la présidente du jury à distance, bien évidemment. Et on va passer à la troisième catégorie que l'on aborde ce matin. On est très très heureux d'ailleurs de l'aborder puisque c'est un tout nouvel ERA Award en comportement durable et qui est dédié à la compréhension des processus de changement de comportement qui vont permettre justement une transition vers un monde plus durable. Et la lauréate de ce nouvel ERA Award, c'est Lydie Clever. Bonjour Lydie. Voilà, je te laisse le temps de nous rejoindre. Alors, tu as terminé ton master. Ah, voilà, tu es là. Tu as terminé ton master en sciences psychologiques à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UCLouvain. C'était en juin 2021. Tu es actuellement psychologue clinicienne de l'éducation nationale en France et ton mémoire de master s'intitule Développement d'un questionnaire de désengagement moral face à la crise climatique, une approche en méthode mixte. Alors, tu as eu 2 copromotrices pour ce travail. Moira Mikolacek, qui est professeure de psychologie à l'UCLouvain, qui n'a pas pu être avec nous, et Chloé Tolmatchev, qui est chercheuse postdoctorale à la faculté des sciences sociales et comportementales à l'université de Groningen aux Pays-Bas. On retrouvera Chloé Tolmatchev tout de suite, juste après cette présentation en 3 minutes de ton travail. On t'écoute, Lydie. Alors bonjour à tous, donc pour vous illustrer mon travail, je vais commencer par quelques mises en situation. Je suis sûre que parmi vous tous, certains se sont déjà dit bon, je prendrais bien le train pour partir en vacances, mais bon, c'est vrai que l'avion c'est quand même plus rapide. Ou encore, c'est vrai qu'ils recommandent de mettre le chauffage à 19 degrés, mais bon, est-ce que si je mets à 22 degrés, ça va vraiment faire une différence? Ou encore, bon, ok, c'est vrai que je prends une douche de 15 minutes, mais je sais très bien que mon voisin, il prend des douches de 20 minutes. Peut-être que tous ces exemples vous parlent. Alors, en fait, tous les jours, on fait face à des choix qui sont plus ou moins en faveur de l'écologie. Et pourtant, on sait que le changement climatique avance à grands pas. Et donc, comment on parvient toujours à poser ces comportements anti-écologiques en préservant son intégrité, finalement? Parce qu'on sait qu'il y a un sens immoral, si je puis dire, à ces choix. Alors, en fait, on s'est rendu compte qu'un frein à tous ces choix écologiques, c'est le désengagement moral. Le désengagement moral, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait de sauter la responsabilité de ses actes. Donc, par exemple, là, quand je prends l'exemple de prendre l'avion parce que c'est plus rapide que le train, ben, on trouve une raison légitime à faire ce choix qui n'est pas écologique finalement. Donc, en fait, dans mon mémoire, on s'est penché sur la question. On s'est demandé, bah, tiens, est-ce que le désengagement moral est un frein à l'écologie? Et si oui, quels sont les mécanismes utilisés par la population, par les individus? Et donc, le mémoire s'est déroulé en 4 études qu'on pourrait diviser en 2 parties. Donc, la première partie, plutôt qualitative, où on a vraiment été à la rencontre des individus, on a été questionné leur réflexion, qu'est-ce qu'ils se disent quand ils posent un choix anti-écologique, comment est-ce qu'ils justifient ça. Et alors, une deuxième partie plus quantitative, où là, on a créé un questionnaire pour évaluer justement ce mécanisme. Donc, on a diffusé ce questionnaire au sein de la population belge et on en a tiré un questionnaire valide avec une liste de 8 mécanismes de désengagement moral utilisés quotidiennement par la population. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir et retirer de ce mémoire? Alors, il y a 2 choses.
La première, c'est qu'on s'est rendu compte que oui, le désengagement moral est vraiment un frein à la transition écologique. Pour donner un exemple, imaginons un employé qui a trouvé une idée pour réduire de 50% l'empreinte carbone de sa boîte. Il peut venir près de son patron, présenter son projet, expliquer en quoi ce serait vraiment bien de changer. Si le patron y voit un inconvénient logistique, il pourrait juste se dire bah oui, ok, mais est-ce que finalement ça va peut-être pas tellement faire la différence. Et à ce moment-là, le projet il en reste là et il n'avance plus. Donc en fait, c'est pour dire que la simple pensée, le simple fait de se dire oui, mais pas tellement, et de se justifier de cette manière-là, permet l'arrêt net d'une initiative comme celle-là. Mais pour autant, le patron aura conservé son intégrité, son sens moral. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on en a retiré au niveau frein écologique. Et alors, de l'autre côté, on a tiré un outil valide et fonctionnel qui est ce questionnaire d'évaluation des mécanismes de désengagement moral. Et alors, comment il pourrait être utilisé? Il faut faire preuve de créativité. Et pour donner un autre exemple, imaginons on questionnerait la population sur pourquoi est-ce que vous continuez à utiliser des bouteilles en plastique plutôt que des gourdes? Et si on se rend compte dans les résultats que les gens vont plutôt répondre en fait, une gourde c'est trop cher, ou s'ils vont répondre en fait, peut-être que si je prends une bouteille en plastique, ça ne va pas tellement faire une grande différence à l'échelle mondiale, c'est sûr qu'on ne va pas intervenir de la même manière. Alors, on aura d'un côté une intervention plus préventive, et de l'autre côté, peut-être une intervention plus au niveau du marketing. Voilà. Donc, ce que j'aimerais qu'on retienne de mon mémoire, c'est avant tout de prendre conscience à quel point une simple pensée peut être forte, en fait, et constitue, je pense, avant tout le premier frein à la transition écologique, parce que même s'il faut avoir des innovations technologiques comme là les autres nominés l'ont cité, c'est des projets formidables, mais si on a ce premier frein de pensée au début, malheureusement, on ne va pas avancer beaucoup. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Lydie. Avant de te retrouver évidemment dans quelques minutes pour les questions-réponses, je vous invite tous à poser vos questions via l'onglet Discuter. J'aurai le plaisir de les relayer dans quelques minutes. Et j'accueille tout de suite l'une de tes copromotrices qui est Chloé Tolmatchev. Bonjour Chloé. Bonjour, vous m'entendez? Oui, voilà, formidable. Alors, en quoi le mémoire de Lydie a fait avancer les pratiques et la réflexion dans son domaine de recherche? Je dirais que le mémoire de Lydie a fait avancer à la fois la réflexion, mais aussi les pratiques. Donc, évidemment, comme elle l'a très bien expliqué, il souligne l'enjeu moral derrière la crise climatique, mais il représente aussi une avancée notable dans la compréhension donc, de ces processus, vraiment de ces mécanismes à l'œuvre dans les comportements non écologiques à l'échelle individuelle. Et comme Lydie l'a expliqué, en s'appuyant à la fois sur les théories existantes du désengagement moral, tout en faisant émerger empiriquement de nouveaux mécanismes, en interrogeant directement les individus, son mémoire a finalement permis une identification très fine des mécanismes de désengagement moral dans ce contexte bien précis, ce qui va évidemment permettre d'investiguer une multitude d'autres questions de recherche. Et en plus de ça, le mémoire de Lydie a abouti, comme elle l'a dit, au développement et à la validation d'un outil de mesure, ce qui, en sciences humaines, représente véritablement l'étape clé, le chaînon manquant, si vous voulez, qui permet de passer d'un niveau conceptuel, théorique, à une application dans la pratique, par exemple, en permettant de développer et d'évaluer, surtout, des interventions dont le but sera en fait de rendre moins facile l'utilisation de ces fameux mécanismes. Et une fois qu'on ne peut plus se cacher derrière toute cette série d'excuses dont Lydie a donné certains exemples, eh bien, on ressent en fait de la culpabilité qui est générée de façon automatique quand on a un comportement immoral. Et ça a un effet très dissuasif parce que personne, vous comme moi, n'aime se sentir coupable. Et donc, l'outil de mesure développé dans son mémoire ouvre vraiment la porte à des interventions pratiques qui, in fine, devraient amener les individus à réduire leur comportement non écologique et par là leur empreinte carbone. Donc, je la remercie encore une fois pour cette fructueuse collaboration et je la félicite pour ce mémoire de toute grande qualité.
Merci beaucoup à vous. J'accueille à présent le premier président de ce jury en Sustainable Behavior, c'est Fred Dorsimon. Vous êtes le cofondateur, le directeur général de Behaven avec votre équipe et vous aidez les gouvernements et les entreprises à utiliser les sciences comportementales pour encourager des comportements éco-responsables dans différents secteurs comme la mobilité, l'énergie ou encore l'alimentation. Vous enseignez la science des comportements durables, notamment à EDEC Business School, c'est en France, et vous collaborez sur des projets de recherche avec des institutions comme le University College de Londres. Mon cher Fred Dorsimon, est-ce que vous êtes parmi nous? Vous étiez là tout à l'heure. Est-ce que Fred Dorsimon est là? Est-ce que votre micro est allumé? Je pense avoir vu votre nom. Oui, vous êtes toujours dans la liste de nos participants. Voilà, on y arrive. Ah, voilà, formidable. J'avais mis la caméra, je n'avais pas mis le son. Je disais donc bonjour à toutes et tous. Peut-être pour commencer rapidement, en fait, un grand bravo et merci à la Fondation parce que le sujet des comportements est effectivement en fait un nouveau sujet dans les awards cette année-ci. Et on parle souvent, en fait, quand on parle de transition écologique, on parle souvent de solutions techniques, hein, comme le couvrent la plupart des autres sujets. Or, la dimension psychologique et la dimension comportementale sont au moins aussi importantes. Pour ceux que les chiffres intéressent, si on prend l'exemple des émissions, de la réduction des émissions, eh bien, 62% du potentiel de réduction d'émissions dépend au moins en partie de changement de comportement. Et donc, dans ce contexte-là, ça nous paraissait en fait tout à fait pertinent de récompenser Lydie. Lydie, bonjour et bravo d'ailleurs. De récompenser Lydie dans ce contexte-là parce qu'on trouvait que le travail de Lydie était en fait un exemple parfait de l'importance en fait du facteur humain dans la transition écologique. C'était vraiment une raison principale pour laquelle ce travail a été récompensé. Mais on trouvait aussi en fait que l'outil qui a été développé par Lydie est assez facile à implémenter. Ce n'est pas un outil qui demande beaucoup de temps ou de budget pour être mis en place. Et donc ça, c'est assez intéressant aussi, c'est que ça permet d'avancer rapidement vers une meilleure compréhension en fait des barrières ou des problèmes à résoudre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi en fait un outil qui pourrait s'appliquer à divers publics ou à différentes dimensions que ce soit le changement climatique ou la perte de biodiversité ou la pollution. Donc, c'est un outil qui est assez flexible dans ce sens-là. On sait quand même que c'est un sujet que le sujet qui était traité en fait dépend aussi en partie du contexte dans lequel il a lieu, et donc pouvoir en fait avoir ce degré de flexibilité est assez important. Alors on ne s'est pas prononcé sur la méthodo, mais on trouvait que le travail de revue de la littérature était relativement bien fait et complet. Et alors, ce qui serait intéressant, c'est que Lydie l'a évoqué dans son introduction, c'est qu'en fait, le travail se concentre sur la compréhension du problème, ce qui amène en fait à des solutions. Mais on pourrait imaginer que si elle souhaitait le développer davantage, elle pourrait aussi en fait emmener l'outil vers davantage de questions qui permettent de tester ou de comprendre des solutions. Et donc, c'est vraiment en fait une plateforme assez riche sur les deux dimensions de questions et de solutions. Donc, bravo pour ce travail. Merci beaucoup. Merci à vous, Fred Dorsimon. On vous retrouvera encore une fois juste après la présentation du dernier travail. Alors, Lydie, c'est parti pour les questions-réponses avec toi. Et on nous demande quel est le profil type des personnes qui se désengagent moralement. L'argent peut-il être un bon moyen d'espérer un retour d'engagement moral? Alors, ici, il y a deux questions. Au niveau des profils, effectivement, en fait, en diffusant le questionnaire, on a pu dégager certaines caractéristiques qui faisaient que les gens étaient... En fait, on est parti du principe que plus les gens utilisent le désengagement moral, plus ils posent des comportements écologiques. Et parmi ces gens, on a retrouvé déjà les personnes plus âgées par rapport aux jeunes, je veux dire. On a été étonné de constater qu'il n'y avait pas de différence au niveau de l'éducation. Parce que quelqu'un avec un master ou quelqu'un qui est juste sorti des secondaires, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a une question de genre aussi qui est assez importante à souligner. On voit que les femmes... en fait, les femmes et les hommes n'utilisent pas les mêmes. Et ça se reflète, par exemple, ben voilà, on sait que encore aujourd'hui, c'est beaucoup les femmes qui s'occupent des tâches ménagères au quotidien. Et donc, c'est elles qui ont plus la charge de gérer les cours, de choisir les bons produits. Voilà. Donc, on va dire qu'elles ne vont pas se justifier de la même manière que les hommes sur certains points. Donc, je n'ai plus exactement tous les éléments en tête, mais je sais que oui, il y a un profil. Mais je pense que ce qui ressortait le plus, c'était l'âge, en fait. Les plus vieilles générations étaient plus enclines à utiliser des engagements moraux.
Et alors, est-ce que l'argent, c'est un bon moyen pour espérer un retour d'engagement moral? Alors, Lydie, l'image s'est arrêtée au moment où j'ai un petit chat dans la gorge. Est-ce que tu m'entends toujours? Ah, voilà. Il y a eu un bug, ouais. Voilà, on te retrouve. Est-ce que l'argent, c'est un bon moyen d'espérer un retour d'engagement moral? Ben, oui et non, ça dépend pour tout ce qui est. Parce que c'est vrai que il y a des gens qui vont se dire oui, je pourrais acheter ces produits qui sont peut-être plus responsables, mais c'est trop cher. Donc, pour ce cas de figure-là, oui, effectivement, peut-être que le pouvoir d'achat pourrait apporter une solution. Mais en fait, le désengagement moral, il s'applique dans beaucoup d'autres situations qui ne prennent pas forcément l'argent en compte. Quand on prend, par exemple, la douche de 15 ou 20 minutes, enfin, voilà, ça, c'est un choix qui nous est propre et ce n'est pas tellement lié à l'aspect financier. Donc oui, ça en fait partie, mais je pense que ce n'est pas l'essentiel de la solution. Alors, comment culpabiliser de façon efficace? C'est une bonne question. Écoutez, je n'ai pas forcément la réponse. Je pense que pour culpabiliser de façon efficace, il faut qu'il y ait une réponse efficace à l'apporter, peut-être. Donc, je partirais plus sur la solution que le sentiment en tant que tel. Mais effectivement, comme l'a dit Madame Tomachev, c'est la culpabilité qui va donner envie de rétablir ce confort interne, d'être en accord avec ses valeurs et avec son intégrité. Donc, c'est une manière efficace de culpabiliser. Je ne sais pas encore. Tu parlais d'une liste de mécanismes de désengagement moral et évidemment, on aurait tous envie de l'avoir sous les yeux. Est-ce que tu peux rentrer un tout petit peu plus dans les détails à ce niveau-là? Est-ce que vous voulez que je les cite ou... Oui, par exemple, je trouve ça intéressant. Je reprends juste la liste sous les yeux. Ouais. Ça peut nous aider aussi, chacun et chacun, à prendre conscience des mécanismes qu'on met en place, peut-être à notre insu. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui ont des tendances plutôt écologiques sont autant concernées que les personnes anti-écologiques, en fait, écologistes. Et donc, c'est ça qu'on trouvait que c'était assez intégratif, cette approche en tout cas. Donc, on a par exemple le droit supérieur. Ça, c'est plutôt les gens qui vont se dire je fais encore ce que je veux, ou on a encore le droit de vivre comme on veut, ou c'est la liberté. Ensuite, on a tout ce qui est contrainte et autres priorités dans la vie. Donc, quand c'est trop contraignant, c'est trop cher, on ne peut pas tout faire. Et des solutions existent aussi. Donc ça, c'est plutôt dire, oui, mais de toute façon, les scientifiques vont bien finir par trouver une solution, donc on n'a pas trop à se tracasser. L'invalidation pseudo-scientifique, donc c'est histoire de dire, oui, mais ils disent que peut-être réduire le chauffage, ça va tout changer, mais finalement, c'est pas vrai. C'est un peu ceux qui s'inventent des connaissances scientifiques, on va dire ça comme ça. Tout ce qui est complotisme, donc voilà, ceux qui ne croient pas du tout, qui disent que c'est un complot du gouvernement. La diffusion et le dépassement de la responsabilité, donc ça c'est plutôt ceux qui vont dire oui, je peux faire un effort individuel, mais finalement c'est quand même aux autorités à faire le job. La minimisation et la compensation, typiquement, c'est pas si grave, c'est pas si important, ça va pas tout changer. Et enfin, le déni des conséquences, donc ça c'est dire en fait j'en ai rien à faire, parce qu'il y en a aussi, et pour eux on ne sait pas exactement comment les attendre. En gros, voilà. C'est intéressant d'entrer un petit peu plus dans le concret. Alors, est-ce que le questionnaire est utilisable par n'importe qui ou est-ce qu'il faut une formation spécifique pour pouvoir l'utiliser? Est-ce qu'un ou une chef d'entreprise ou d'organisation pourrait l'utiliser de façon autonome, par exemple? Je pense que n'importe qui pourrait l'utiliser parce qu'il est prêt, il y a la consigne dessus. Enfin, vraiment, on peut même le remodifier, en fait, le réajuster un peu à son besoin, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il est vraiment flexible et c'est une base, en fait. Et voilà, tout est prêt, n'importe qui pourrait l'utiliser. Ok, et est-ce que toi, aujourd'hui, tu commences à aller plus loin dans le travail que tu as entamé avec ce master? C'est toujours une matière que tu travailles ou... Pas du tout. J'avoue que voilà, donc je suis partie dans ma carrière de psychologue clinicienne, mais je sais que Madame Tomachev continue à travailler dessus et j'encourage qui veut à poursuivre sur ce travail. Et je suis déjà très reconnaissante qu'il soit mis en lumière aujourd'hui, qu'on en entende parler, et je me dis qu'avec un peu de chance, ça pourrait amener à de grandes choses, sans vouloir être optimiste. Mais voilà, alors, encore une question pour toi. Est-ce qu'il y a des liens avec l'éco-anxiété? Est-ce qu'on risque d'augmenter encore cette anxiété en jouant sur la culpabilisation? Oui, sans doute, c'est vrai. Ça, c'est un autre problème lié. Après, je me dis, l'éco-anxiété est d'une part nécessaire, parce que c'est l'anxiété qui fait qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Donc, je peux dire que c'est un mal pour un bien, mais c'est un risque, effectivement. Il faudrait effectivement trouver des solutions ailleurs. Bon, merci.
Merci beaucoup, Lydie. Bravo pour ce travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Aussi à ta copromotrice, Chloé Tolmachev, qui était avec nous ce matin. Alors, le dernier travail qu'on va découvrir ensemble a été nommé dans cette même nouvelle catégorie de Sustainable Behavior. On va découvrir le mémoire d'Anissal Kamrichi. Anissa, tu as terminé ton mémoire d'ingénieur civil architecte à la faculté des sciences appliquées de l'ULiège en septembre 2022 et tu es actuellement animatrice dans l'association La Fresque du Climat et ton mémoire a pour titre La Fresque de la Terre crue, un outil de sensibilisation pour déconstruire les préjugés et obstacles à l'utilisation de ce matériau. En Belgique, ta promotrice, c'est Yapak Amara, qui est chercheure en design. Elle est notamment collaboratrice scientifique à l'ULiège et ses travaux portent sur l'esthétique pragmatique et le design social. Et on retrouvera évidemment ta promotrice juste après ta présentation de 3 minutes. Anissa, est-ce que tu es parmi nous? Oui, tout à fait. Ah, voilà, tu es là. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, c'est parti. On t'écoute. À tout de suite. J'imagine que vous connaissez tous le béton de ciment comme matériau dans la construction. Mais est-ce que vous connaissez la terre crue? Le mot terre, il est assez courant. Mais l'association terre crue nous laisse un peu dubitatif et intrigue. C'est durant mes études que je me suis rendu compte de son potentiel et de sa pertinence face aux enjeux actuels de la construction. Mais je me suis aussi rendu compte de son absence dans l'architecture contemporaine en Belgique et dans l'imaginaire collectif. Il y a des préjugés, il y a des obstacles qui existent. Et je réalisais en plus que ces connaissances sur ce matériau ne sont pas transmises dans les milieux professionnels et pédagogiques aux professionnels et futurs professionnels de la construction. Donc, il y a un réel besoin de sensibiliser sur son emploi et l'urgence d'outiller ces acteurs sur plus globalement les matériaux bio et géosourcés. Donc, partant de ça, moi, je me suis demandé quels sont les préjugés et les obstacles qui freinent l'utilisation de la terre crue en Belgique et comment l'outil de la fresque, donc en référence à la fresque du climat, permet de déconstruire ces préjugés et ces obstacles. J'ai donc mené des entrevues auprès d'acteurs de la construction belge et de la sensibilisation. J'ai également observé des participants lors d'un chantier terre crue et j'ai participé à des fresques pour comprendre leur fonctionnement. De l'ensemble des résultats, j'ai créé un serious game sous forme de jeu de cartes ludique de sensibilisation que j'ai appelé Fresque de la terre crue pour aborder de façon très large le matériau terre crue en Belgique. Cette fresque a ensuite été testée lors d'un atelier auprès d'étudiants en architecture. Et le retour de l'atelier de la fresque a permis de constater l'efficacité de l'outil à sensibiliser les participants à la terre crue, mais également attiser leur curiosité et identifier des préjugés, des obstacles et trouver des leviers. L'ensemble du travail montre que la plupart des préjugés en Belgique wallonne tournent autour de la solidité du matériau, de sa définition et de son potentiel, et qu'au niveau des obstacles, ce seront plutôt des obstacles économiques, de formation et organisationnels. Il s'agit pourtant d'un matériau avec lequel on construit depuis toujours, qui est naturel, qui est local. En Belgique, on a le torchis et la bauge, par exemple, qui est très bas carbone, qui régule l'humidité ou encore qui va apporter de l'inertie au bâtiment. Et il est à noter que ce matériau terre crue permet d'aborder l'acte de bâtir dans une autre philosophie et qui ça va difficilement en fait aller dans une logique d'industrialisation. Et c'est notamment ça qui conduit à ce que sa mise en œuvre soit longue et coûteuse parce qu'il va y avoir besoin de plus de main-d'œuvre et qu'il y a trop peu de professionnels encore qui sont formés. Donc, cette fresque a pour but de rendre accessibles des connaissances sur la terre crue de façon ludique, de participer à la prise de conscience de l'impact des activités humaines sur Terre, tout en appuyant la nécessité de créer une filière terre crue en Belgique pour pouvoir inciter ensuite des initiatives des pouvoirs publics et politiques en faveur des matériaux bio et géosourcés, et d'être utilisée comme un outil de médiation, car elle invite à la co-construction de connaissances, à l'échange et à la prise de décision, et l'ensemble pour pouvoir tendre vers un habitat sain et durable pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à toi, Anissa. On va donner la parole tout de suite à ta promotrice, Yapak Amara. Bonjour à vous. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Formidable, vous êtes là. Alors, un petit mot sur l'apport scientifique et sociétal de ce mémoire d'Anissa. L'apport scientifique, premièrement, c'est son approche transdisciplinaire. Nous avons une ingénieure architecte qui fait appel à des approches de la recherche par le design, c'est-à-dire elle fait à la fois un outil de sensibilisation, elle utilise cet outil de sensibilisation pour créer de la connaissance scientifique.
Donc, il y a le design, les ingénieries, l'architecture. Et puis, pour les enjeux écologiques, le deuxième point que j'aimerais souligner, son travail s'ajoute à la masse critique pour promouvoir ce matériau et pour déconstruire les préjugés et les obstacles qu'ils ont. Donc, c'est une goutte de plus pour montrer que ce matériau est autant pertinent que d'autres pour construire aujourd'hui en Belgique. Je remercie à la Fondation et je félicite Anissa pour son travail. Merci beaucoup. Merci à vous, Yaprak Amara. Et je me tourne vers vous, Fred Dorsimon, donc président de ce jury pour le ERA Award en Sustainable Behavior. Alors, comment se sont positionnés les membres du jury par rapport au travail d'Anissa? Bon, bravo Anissa pour ce travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Anissa, avec ce travail, s'adresse à un des secteurs les plus émetteurs en termes d'émissions, notamment par son usage du béton. Donc, bel effort de ce côté-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a en fait proposé presque une solution de A à Z, clé en main, un produit fini quelque part qui permet de travailler sur le sujet. Alors, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est le fait qu'elle a une vue très, très large et systémique des choses. Notamment, elle couvre en fait les facteurs économiques et structurels. Elle parle par exemple d'intégration des technologies en complément. Elle reconnaît aussi le besoin de prioriser la rénovation. Mais en plus de ça, et dans ce contexte-là, elle a travaillé sur la prise en compte des facteurs humains, notamment en fait de l'adoption en fait de cette technologie ou les freins à l'adoption en l'occurrence. Par exemple, le fait que ce soit perçu comme un matériau associé à la pauvreté, comme étant un exemple de barrière cité dans son travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toute cette notion de mise en place, d'implémentation, de mise en pratique est relativement bien pensée. Et là où elle a plutôt bien fait, c'est que pour ceux qui connaissent bien la fresque du climat, c'est en fait un produit, une initiative qui peut parfois être un peu anxiogène parce qu'elle met davantage en avant les problèmes que la solution. Mais là, Anissa est allée plus loin, elle se concentre plutôt sur les aspects positifs de l'usage de la terre crue. Et donc, c'est en fait quelque part une version plus positive en fait, de la fresque, ce qu'on a trouvé très intéressant. Et alors, ce qui est intelligent aussi, c'est qu'elle proposait une version simplifiée pour le grand public pour renforcer la demande, qui est en fait une belle initiative également. Et on pense qu'en termes d'opportunités, ce serait intéressant de voir comment en fait, les grands acteurs de la construction peuvent être impliqués dans le projet. Ça pourrait en fait aider à l'adoption de l'approche. Et ce qui serait intéressant aussi en termes d'opportunités, c'est de voir comment, en fait, notamment en fait, avec les cartes qui évoquent des solutions ou la manière de mettre en place, comment on pourrait aller au-delà de la sensibilisation, puisqu'on sait que la sensibilisation en tant que telle n'est pas suffisante que pour changer les comportements. Et alors, dernier point, on a beaucoup discuté de ça avec le jury. C'était en fait, ce mémoire était typiquement un bon exemple qui montre que les comportements ne sont pas une catégorie séparée, mais font partie intégrante de toutes les catégories, puisque on pourrait imaginer que ce travail aurait pu aussi être récompensé dans un contexte de award sur l'architecture durable. Là, il est quelque part en fait avec un pied d'un côté et un pied de l'autre, et ça montre à quel point en fait la couche des comportements est importante et centrale à la transition écologique. Donc, bravo pour ce travail. Merci à vous pour ce retour bien étayé. On va passer aux questions-réponses avec toi, Anissa. Et une première question qui nous est parvenue. Le coût plus élevé de la terre crue n'est-il pas un obstacle au développement de logements durables, donc sans usage d'énergie fossile pour le chauffage? Comment lever cet obstacle? La terre cuite n'est pas un bon compromis entre la brique en béton et la brique en terre crue. C'est une question. Le coût de la terre crue en elle-même, il n'y a pas de coût vu que ce matériau est disponible localement partout sous nos pieds. Ça va être plutôt dans la démarche dans laquelle on va aller chercher cette terre. Si il y a un coût, voilà, si on veut aller chercher cette terre beaucoup plus loin, forcément il y aura des coûts liés autour. Mais c'est toute l'approche un peu philosophique autour de ce matériau, c'est-à-dire que on retourne un peu à des choses de se réapproprier. Ok, on construit avec des matériaux autour de nous pour limiter tous ces impacts. Et donc, ce sera surtout cette main-d'œuvre. Donc, si les professionnels à se former, plus il y en a au moment peu, donc plus les coûts seront importants à ce niveau-là. Mais plus ce matériau sera démocratisé et rentré dans nos pratiques constructives, et plus il sera plus simple de plus localement développer des pratiques et donc réduire drastiquement les coûts, d'où l'intérêt que les politiques publiques s'orientent vers ces
ces matériaux-là. Et pour la terre cuite par rapport à la brique en béton, mais la brique de terre cuite est tout aussi catastrophique que le béton, puisqu'il faut la chauffer à des températures très fortes aussi. Et donc, ce serait pas du tout un bon compromis. Ce serait plus réutiliser, repartir sur le réemploi, par contre, de ces matériaux qui sont déjà disponibles pour, en effet, construire avec ces matériaux-là, mais ne pas en générer davantage. Et pour approfondir un peu plus la réponse à la question, il y a vraiment une logique qui voudrait que maintenant, dans le domaine de la construction, on utilise le bon matériau au bon endroit, c'est-à-dire la terre crue où elle est pertinente, les matériaux biosourcés où ils sont pertinents, le béton ou l'acier si et vraiment il y a besoin de grande portée ou autre, ponctuellement on en met, mais que ça ne soit pas juste une construction tout en un matériau. Alors justement, employer la terre crue là où elle est... Attends. Oui, voilà, non, tu m'entends. Où est-ce qu'elle est pertinente, la terre crue? Alors, bon, elle a beaucoup d'applications, mais on va dire pour une première approche dans le bâtiment, en intérieur, elle est en enduit. En enduit intérieur, c'est beaucoup pratiqué quand même en Belgique. L'enduit est connu. Par contre, en cloison intérieure, ça apportera de l'inertie aussi au bâtiment. Donc, cloison intérieure, c'est accessible à tous les bâtiments puisqu'il y a un peu moins ce rapport avec quand même les conditions extérieures. Mais structurellement parlant également, à voir quand même où les techniques sont utilisables avec la matière qui est disponible aussi localement, vu que le pisé n'est pas trop, par exemple, c'est une technique très porteuse, mais qui n'est pas très disponible en Belgique du fait que la matière qui permet de faire la technique du pisé est très peu en Belgique. On se tournera plutôt sur du remplissage en terre-paille, torchis, comme on disait tout à l'heure, pour pouvoir utiliser ce matériau-là dans les bâtiments. Et qu'est-ce qui fait que toi, au départ, tu t'es intéressée à cette terre crue? On va dire que de mes études d'ingénieur à la base, on avait eu une sensibilisation, un cours sur la terre-paille, et aussi sur la paille. Donc, il y avait une première graine qui avait été plantée tout doucement. Et au sein des études ingénieur civil architecte, toujours dans cette dynamique d'essayer de faire des bâtiments durables avec des matériaux locaux, il y a eu la réflexion poussée par une assistante de projet, pourquoi pas faire en terre? Et alors là, c'était le grand boulevard vers la découverte de toutes les qualités de ce matériau et vouloir le faire découvrir aux autres. Formidable. Alors, un petit mot peut-être encore sur ton expérience au sein des ERA Awards. Oui. C'est déjà une grande opportunité de rencontrer plein d'autres personnes qui ont des sujets super intéressants, passionnants à creuser, à mettre en avant. Et puis aussi, il y a une forme de, comment dire, on se rassure un peu nous-mêmes en disant « Ah, mais en fait, ça valait le coup, ce mémoire vaut quelque chose ». C'était aussi essayer de voir si le travail avait... avait la possibilité d'aller un peu plus loin, de voir ce qu'il valait. Et j'étais agréablement surprise de voir que ça m'amenait jusqu'ici. Donc voilà, là, et de faire partie de cette famille. Bien, du coup, ça a généré encore d'autres questions. Alors, quid de la qualité et de la sécurité et homologation de ce produit avec la DG Qualité et Sécurité du SPF Économie? Oula. Alors, DG Qualité et Sécurité au SPF Économie, je ne saurais pas répondre. Ouais, je sais pas. Au niveau, en tout cas, si c'est une question en rapport avec l'aspect réglementation et à quel point ce matériau peut être donc un peu industrialisé et rentrer sur le marché du travail, il y a énormément de laboratoires, de tests qui sont en cours, notamment au CSTB, donc les centres de recherche commencent à travailler un peu sur ce matériau tout doucement, mais c'est compliqué. Vu que le matériau est local, alors c'est compliqué de trouver une formulation et de pouvoir le sortir à l'échelle, par exemple, nationale. C'est vraiment une approche différente et se dire on construit ici, voilà ce qu'on peut faire à l'échelle très locale. Si c'est, en tout cas, ça permet de répondre un peu à la question.
Voilà, mais on va nous le dire, j'imagine, dans le fil de la conversation, si la réponse a correspondu aux attentes. Alors, est-ce que des professeurs se sont montrés intéressés à utiliser ton jeu dans des formations en architecture? En tout cas, oui, j'ai eu plutôt des élans d'enthousiasme au fait de dire « Ah, ce serait possible de le faire, d'utiliser ce jeu pour la formation des étudiants ». J'ai eu quand même des retours de vouloir déjà acheter des cartes, alors que le jeu doit quand même être finalisé, etc. Donc, c'était vraiment un élan voilà, très, très motivant pour moi. Voilà, et du coup, pour le moment, de façon très concrète, des professeurs, c'était plus se dire « Ah, voilà, peut-être que ce jeu pourrait amener à des réflexions », mais pas plus d'intervention. Merci beaucoup Anissa. Et ta réponse sur la qualité, la sécurité et l'homologation, voilà, a été visiblement très satisfaisante. Merci à toi. Bravo à tous les primés de ces 3 premiers ERA Awards. On va évidemment continuer d'explorer tous les autres au cours de webinaires qui auront lieu sur les 2 prochaines semaines, en tout cas celle-ci et la semaine prochaine. Donc merci à tous les promoteurs et promotrices, aux membres des jurys. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci évidemment à l'équipe formidable de la Fondation pour les générations futures. Merci encore IBA qui soutient l'ensemble des ERA Awards, ainsi que les 3 partenaires spécifiques à ces 3 prix, les fonds Philippe Rottier et Mutatio pour les générations futures, ainsi que notaire.be. Ce webinaire est à voir et à revoir via le site de la Fondation pour les générations futures, fgf.be/ERA. Donc n'hésitez pas à faire circuler autour de vous si le cœur vous en dit. On se retrouve ce vendredi 14 avril à 10h autour des ERA Awards en Sustainable IT et Sustainable Engineering. Et je vous donne également rendez-vous le mardi 25 avril à 17h30 à Liège pour la cérémonie de remise des ERA Awards. Ce sera l'occasion de se voir en chair et en os. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée et à vendredi peut-être.